Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans le Grand JT des Territoires sur les chaînes de la TNT locale et régionale et sur TV5 Monde. Et pour cette première édition du Grand JT, nous prenons la direction de la Loire-Atlantique, les marais salants de Guérande qui constituent un site remarquable du patrimoine européen. Le sel gris, gros sel et la fleur de sel ont fait la renommée de toute la presqu'île guérandaise. 200 paludiers pratiquent de nos jours encore une tradition et un savoir-faire identique depuis 1000 ans. Toutes les explications de nos partenaires sur place de Télé-Nantes. Regardez. On appelle cela un la, cette sorte de gros râteau typique des paludiers. C'est la saison de la récolte du gros sel dans les œillets. Nous sommes dans une saline tout près du village de Quérignon, sur la presqu'île guérandaise. Et cette récolte 2019 s'annonce prometteuse. C'est le cas pour Laurent Boulot, paludier depuis 25 ans. Alors 2019 pour l'instant c'est une bonne récolte, même si elle s'arrêtait là. Donc sans augurer de ce qui va se passer par la suite. Et pour la suite, on peut espérer que de bonnes récoltes, la récolte se transforme en très bonne récolte. Et ce bon début de récolte, on le doit essentiellement à une météo très favorable. Donc faible pluviométrie, beau temps, chaleur aussi. Donc les deux facteurs, le vent et la chaleur conjuguée, qui favorisent l'évaporation de l'eau de mer et par-delà la bonne production de sel. Pour une saline comme celle de Laurent, la coopérative à laquelle il adhère a fixé un quota de 5 tonnes de production de sel. En 2018, il avait péniblement atteint ce seuil début octobre. Cette année, l'objectif est déjà assuré alors que nous ne sommes qu'à la mi-juillet. Ça va être la première année où le quota de fleurs est atteint aussi vite, ce qui va bouleverser, mais sans que ce soit négatif pour autant, ce qui va bouleverser notre organisation du travail, puisque on va laisser tomber l'axe fleur de sel et l'horaire fleur de sel de l'après-midi. Malgré tout, le paludier reste vigilant. Si le soleil et le vent sont idéaux pour les salines, la canicule qui revient la semaine prochaine ne l'est pas, ni les orages. Voilà, bonjour Lionel Laparade, merci d'être l'invité du Grand JT des Territoires. Bonjour Cyril Viguier. Lionel Laparade, vous êtes le rédacteur en chef de La Dépêche, le grand journal d'Occitanie. Alors La Dépêche, cet été, c'est un dispositif particulier. Comment faire découvrir ou redécouvrir votre région et surtout nous décrire tout ce territoire occitan, zone touristique s'il en est. Oui, bien sûr. Eh bien, écoutez, on sait dans quelle situation nous nous trouvons aujourd'hui. Nous sommes dans une période post-crise sanitaire et donc on nous annonce en effet non seulement que les Français et les habitants d'Occitanie risquent de ne pas partir à l'étranger et que eh bien, des Européens risquent de venir chez nous. Pourquoi ? Eh bien parce que, entre autres raisons, l'Occitanie est une superbe région, je vous en parlerai, mais c'est également une région qui a été assez peu touchée par la crise du coronavirus et ça peut effectivement influer sur le choix des touristes européens qui viendront chez nous. Alors Lionel Laparade, cet été dans La Dépêche, eh bien, ce sont des pages spéciales, 2 pages chaque jour dans l'édition quotidienne, c'est ça ? Nous allons réserver 2 pages spéciales chaque jour sur la thématique du tourisme et de la découverte de cette région. On s'adressera, je vous le disais, aux habitants de la région qui ne partent pas et auxquels nous proposons de redécouvrir les beautés, les merveilles de l'Occitanie. Et puis pour les touristes européens, eh bien, de venir à la découverte de cette belle région. Quelques chiffres, c'est la 2e plus grande région de France, 13 départements. Elle est 2 fois plus grande que la Belgique. Et puis avec 6 millions d'habitants, donc je garantis à nos visiteurs que la distanciation sociale peut être respectée sur un si beau territoire. L'Occitanie, c'est un terroir du bien manger, et ça c'est quand même aussi très important pour les touristes. 243 produits labellisés, rendez-vous compte, avec des fruits et légumes bio, de la charcuterie, des fromages, du vin bien sûr, avec pas moins de 87 appellations issues du plus grand vignoble français en surface. Lionel Laparade, décrivez-nous la couverture départementale de La Dépêche, qui court sur plusieurs départements, bien sûr, en Occitanie. La Dépêche du Midi, je vous le disais, c'est le grand quotidien régional de l'ex-Midi-Pyrénées, 10 départements, les 8 départements de l'ex-Midi-Pyrénées. Et puis, nous diffusons également dans l'Aude, en ex-Languedoc-Roussillon, et puis dans le Lot-et-Garonne et en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, merci Lionel Laparade d'avoir été l'invité du Grand JT des Territoires. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de La Dépêche du Midi. Au revoir et à bientôt. Merci Cyril Viguier, au revoir.
Vie ma vie de bûcheron, c'est ce que propose à ses visiteurs le parc régional de la Chartreuse et c'est une façon très originale de découvrir le rôle des professionnels de la forêt. C'est ce que nous fait vivre maintenant ce reportage de Télé Grenoble. Regardez. La forêt occupe un tiers du territoire de l'Isère, une ressource précieuse qui permet d'alimenter les secteurs de l'énergie et de la construction. En Chartreuse, la filière bois fait travailler 350 personnes, dont une vingtaine de bûcherons et d'élagueurs, souvent au contact des randonneurs. Pour faire connaître leur métier au grand public, le parc naturel régional organise des matinées Vie ma vie de bûcherons. On a constaté sur des sites en Chartreuse où il y a beaucoup de fréquentation qu'il pouvait y avoir des problèmes de cohabitation, on va dire, entre des gens qui viennent faire de la randonnée, s'amuser, faire du loisir, et les professionnels de la forêt. Et donc l'idée c'était plutôt que d'être dans le conflit, d'amener du dialogue et d'expliquer un peu le travail des professionnels, donc des bûcherons, des débardeurs. En présence des acteurs de la filière bois, le visiteur découvre les nombreuses facettes de l'exploitation forestière. Quels arbres sont coupés et pourquoi? Quelles techniques sont employées par le bûcheron, puis par le débardeur qui s'occupe de déplacer les troncs une fois mis à terre? À l'ombre d'un grand chêne, rien ne pousse, mais c'est pareil sous un épicéa ou un sapin, d'où l'intérêt de couper certains spécimens pour permettre à la forêt de se renouveler. Des explications bénéfiques face à un public parfois choqué de voir des arbres abattus. Il faut faire comprendre aux gens que de couper un arbre, c'est pas massacrer une forêt en fait, c'est au contraire, c'est l'entretenir. Donc oui, forcément, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc forcément, il y a des moments, on est obligé de casser ou on est obligé de laisser les branches parce que même si c'est un peu sale aujourd'hui, dans 3-4 ans, ça va faire de l'humus, ça va se tasser et ça va être bénéfique pour la forêt. Ces matinées sont aussi l'occasion de prévenir quelques mauvaises habitudes du public. Ceci n'est pas un sentier de randonnée, c'est d'abord une piste d'exploitation forestière. Ceci n'est pas un parking, mais un chargeoir, c'est-à-dire une aire de stockage de bois. S'y garer peut lourdement handicaper le travail du débardeur. Une fois ces quelques indications assimilées, bûcherons et randonneurs pourront partager en paix leur amour de la forêt. Voilà, de nombreux festivals ont été annulés ces derniers mois à cause de la crise sanitaire, vous le savez. Nous allons nous rendre maintenant à Mantes-la-Jolie, où le Eolfactory pourrait être le premier grand rendez-vous culturel de ces mois à venir. Il doit se tenir du 18 au 20 septembre, avec une programmation très éclectique que nous compte TV78, notre confrère dans les Yvelines. Regardez. 3 jours, 3 scènes et 20 concerts, les chiffres clés pour profiter d'un coin d'herbe et de musique. Pour sa 2e édition, toujours maintenue pour l'heure, le festival Eolfactory met en avant son patrimoine de facture d'instruments. Il y a aussi ce côté, pas de barrière, pas de frontière entre les styles de musique. Souvent, on repère un festival par rapport à son étiquette jazz, son étiquette musique actuelle ou son étiquette musique classique. Nous, on a envie de valoriser le tout, de valoriser les musiciens, de valoriser la pratique musicale et même de favoriser les ponts entre ces différentes disciplines. Grande amatrice de jazz, la cantatrice Nathalie Dessay relève le défi d'une création avec le Duke Orchestra. Sont aussi annoncés Cassav et les Têtes Raides. Une organisation possible grâce au nombre de personnes autorisées. Le festival ne vise pas la limite des 5000 personnes. Les équipes planchent sur plusieurs scénarios possibles. Pour l'instant, on parle beaucoup du placement des personnes, des distanciations, de recours à certaines pratiques d'hygiène aussi, de nettoyage des différents éléments. On parle aussi de distribution de gel hydroalcoolique, pourquoi pas de masques, etc. Enfin, tout ce qui fait partie maintenant finalement de notre quotidien. Le festival pourrait être une double fête. Le 20 septembre, Mantes-la-Jolie devrait aussi être synonyme du départ de la dernière étape du Tour de France 2020. Après avoir applaudi le peloton, pourquoi ne pas applaudir les artistes ? Zef ou motte, dans les deux cas, cela désigne des bateaux 100% nantais. Certains vouent d'ailleurs une véritable passion à ces petits dériveurs très maniables. Nous en avons rencontré sur la Loire, près de Trente-Mous, où chaque année se déroule une régate très populaire dans la région. Reportage de nos confrères de Télé Nantes sur place, regardez. Il a fière allure, ce petit dériveur qui glisse sur la Loire. Son nom, il le signe d'un Z qui veut dire Zef.
Zef comme le vent, Zef comme le nom d'une série de bateaux maniables et très légers. C'est plutôt facile à manier et puis on se fait plaisir, mais c'est un jeu d'équilibre quand même, parce qu'entre le courant et puis le vent, le peu de vent de ce matin, on se fait plaisir, mais attention à l'équilibre, quoi. En fait, il faut arriver à sentir les risées parce que le vent souffle par rafale. Il n'est pas régulier. À un moment, il y en a, et puis 10 secondes après, il n'y en a plus. Et il change un peu, il tourne dans tous les sens. C'est un petit peu ça la difficulté. Donc il faut être très concentré, ce qui fait qu'on est un petit peu fatigué, nerveusement. Fatigué mais heureux de mener un des voiliers emblématiques des années 60, construit à plus de 18 000 exemplaires, il a été très populaire pendant les 30 Glorieuses. À Nantes, il a ses inconditionnels. Je suis attaché à ce bateau parce que ça me rappelle mon enfance. Moi, quand j'étais gamin, je suis né en 62, donc je suis né un peu en même temps que le bateau. Alors ça me rappelle un petit peu toute ma vie là, quand je venais en vacances à Saint-Jean-de-Mont. Voilà, les Zef, c'était des bateaux qu'on trouvait beaucoup. 6 minutes avant le départ des dériveurs. C'est des bateaux qui ont été construits à une époque où la voile se démocratisait et donc on cherchait effectivement des bateaux légers, pas trop chers, faciles pour effectivement développer auprès du maximum de personnes. C'est un peu comme le 420 ou des bateaux comme ça, quoi. L'autre dériveur historique qui fait tourner les têtes, c'est le Moss. Celui-là vient du Béarn, mais les tout premiers de la lignée sont 100% nantais. Ils sont nés dans les années 40. Les Moss qui ont démarré à Nantes pendant la guerre ont été construits parce que les jeunes adolescents qui ne pouvaient plus naviguer sur les bateaux plus gros, qui ne naviguaient pas, cherchaient une série simple à construire et économique. Et c'est comme ça que ça s'est développé curieusement pendant la guerre. Ce Reuséen possède déjà une demi-douzaine de Moss. Il les restaure au fil de l'eau. Dans quelques mois, cette coque va de nouveau naviguer en régate ou pour des balades. En attendant, il tire des bords avec Calimero. Ça, c'est pas un bateau qui est fait pour gagner des régates. C'est un bateau que moi j'ai rénové parce que je trouve que l'exercice de style est assez unique. Parce que quand on voit ce bateau-là, on dirait un bateau de bassin ou un dessin d'enfant. C'est le plaisir de rénover un joli petit bateau, quelque chose d'original, et qui fait sourire tous les gens qui l'aperçoivent au premier regard. Voilà, tout au long de cette crise sanitaire, il a été beaucoup question d'EHPAD. Justement, mon invité du Grand JT des Territoires, c'est Antoine Sénanque. Bonjour Antoine Sénanque. Bonjour Cyril Viguier. Alors vous êtes médecin, votre roman touche aux choses essentielles de la vie. Le personnage principal de votre roman est médecin et justement directeur d'un EHPAD. Vous êtes vous-même médecin. Comment avez-vous vécu cette crise du Covid-19 qui a énormément touché les EHPAD ? Mon regard de médecin, c'est un regard qui est empli de tragédie, puisque dans les EHPAD particulièrement, la crise a été absolument tragique. Et c'est vrai qu'il y a quand même vraiment une remise en question et non pas un procès, mais un débat absolument nécessaire à ouvrir sur l'abandon qui a été véritablement vécu par les patients des EHPAD et par les médecins qui y travaillent, dans lesquels on a été laissés. Et c'est vrai que j'ai des amis qui dirigent des EHPAD qui se sont sentis absolument abandonnés. Et ça, je pense que en 2020, en France, là où on a quand même en principe une armature de santé extrêmement solide, c'est pas tolérable. Antoine Sénanque, le titre de votre roman, Que sont nos amis devenus ? Votre personnage principal va essayer dans cet établissement pour personnes âgées de regagner sa vie à lui, de regagner et de revivre autour d'une valeur importante, l'amitié. C'est important, l'amitié. Moi, l'amitié, c'est le sujet qui m'inspire le plus. Moi, j'adore l'amitié. C'est la valeur essentielle de ma vie. Et donc, j'ai voulu justement faire un livre sur l'amitié en mettant en contact deux amis comme j'aime les voir. Vous savez, pour moi, il y a deux types d'amis. Il y a les secouristes, c'est-à-dire les amis sur lesquels on peut compter, et puis les compagnons, c'est-à-dire les amis sur lesquels on ne peut pas compter, mais les amis avec lesquels on s'amuse. Pierre Mourange est entouré d'amis qui vont essayer de faciliter sa vie parce qu'il est confronté à des problèmes assez importants, et en essayant de faciliter sa vie, finalement ils vont aggraver énormément la situation, et tout ça débouche donc sur des situations comiques, drôles, et qui je pense sont assez détendantes et utiles en ce moment.
Dans ces livres que vous faites, Antoine Sénanc, est-ce que ces situations que vous couchez sur le papier viennent de votre métier de neurologue? Car vous êtes neurologue et vous pratiquez la neurologie dans la vie. Est-ce que ça vient de cette exploration du cerveau que vous faites? La neurologie, c'est une spécialité un peu difficile. Vous savez, en 2020, on ne guérit pas de grandes maladies neurologiques. On aide, on suit, on donne des traitements pour les symptômes, mais il n'y a pas pour les grandes maladies neurologiques de guérison possible. Donc je pense qu'un neurologue a aussi besoin, particulièrement parmi toutes les spécialités, eh bien d'ouvrir un petit peu ses perspectives sur des choses joyeuses, amicales et optimistes. Et moi, j'ai besoin de cette écriture et besoin de parler de l'amitié et de l'amour. Voilà, Antoine Sénanc, je conseille votre roman « Que sont nos amis devenus » chez Grasset. Merci d'avoir été l'invité du Grand JT des Territoires. Merci Cyril Viguier. Voilà, vous le savez, nous partons chaque semaine avec notre partenaire Ouest France, la découverte de tous les lieux des territoires, ces lieux atypiques. Nous allons parcourir ces magnifiques destinations par les airs maintenant. Laissez-vous guider avec ceux qui vivent sur ces territoires. Regardez. Le Fort national de Saint-Malo, c'est une fortification de Vauban qui a été construite au XVIIe siècle, donc précisément en 1689 pour la première enceinte et en 1850 pour la seconde enceinte. C'est un fort à vocation militaire qui devait défendre la ville de Saint-Malo par des attaques navales ou terrestres. Et ça a également été une prison après la fin du XIXe siècle et pendant la Seconde Guerre mondiale. Vauban rend visite à Saint-Malo en 1682, il est envoyé par le roi Louis XIV, et il doit donc améliorer les défenses de la ville, puisque Saint-Malo c'est déjà une des premières cités corsaires d'Europe, et elle est très exposée par rapport à une attaque anglaise, elle est très mal défendue à ce moment-là, dans les années 1680. Il est donc envoyé ici pour élaborer des plans, pour améliorer les défenses déjà existantes et créer des nouvelles défenses. À l'endroit du Fort national, il y a un rocher, le rocher de Lillet. C'était à cette époque-là un lieu d'exécution et un phare. Et Vauban va dessiner des plans pour un fort, le fort de Lillet. Et il va les faire exécuter en 1688 et 1689 par son ingénieur, le marquis de Garangeau. On peut considérer que ce qui est très intéressant à visiter déjà, c'est son architecture. L'architecture de ce fort, c'est une architecture purement Vauban, avec les bastillons, les choquettes, un fort parfaitement carré et une seconde enceinte qu'on peut considérer en étoile. C'est donc tout d'abord son architecture et également les diverses vues qu'il nous offre sur la ville de Saint-Malo, sur l'agglomération malouine et sur la baie de Saint-Malo. Des vues qui nous permettent de nous rendre compte, de considérer tout l'intérêt stratégique d'une telle place forte. Enfin, les souterrains sont accessibles à la visite, l'ancienne poudrière et les cachots du fort, et également on met à la disposition des visiteurs des canons, des pièces d'artillerie. Sur ces constructions, Vauban, même s'il a un style qui est très particulier, il aimait rajouter une petite touche personnelle et à mon sens, ce sont ces échauguettes parce qu'il en apparaît vraiment toutes ces constructions, que ce soit ici en Bretagne, dans ces autres fortifications de toute la France et même dans le nord de l'Amérique, donc dans ce qui était autrefois la Nouvelle-France. L'échauguette, c'est véritablement la signature de Vauban et c'est pourquoi elle est surmontée d'une fleur de lys qui est le symbole du royaume de France à l'époque. Voilà, l'invité du Grand JT des Territoires, c'est Olivier Biscay. Bonjour Olivier Biscay. Bonjour Cyril Viguier. Alors Olivier Biscay, vous êtes le directeur de la rédaction de Midi Libre et cet été, le Midi Libre organise une tournée estivale sur toutes les routes d'Occitanie.
Oui, c'est une première, Cyril. Ça s'appelle Sur la route avec Midi Libre et ce sont 40 étapes que nous allons organiser du 6 juillet au 28 août sur l'ensemble de notre territoire. L'idée est simple, favoriser les échanges, aller à la rencontre des habitants et valoriser surtout les territoires, les identités, puisque vous l'avez compris, ici à Midi Libre, on aime mettre en avant les atouts de notre belle région. Olivier Biscay, quels sont les départements que vous couvrez avec le Midi Libre, qui en couvre plusieurs d'ailleurs? Oui, nous couvrons 6 départements, la Lozère, l'Aveyron, l'Hérault, le Gard, les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Donc une grande diversité d'identités, territoires, traditions. Et il y a dans ces territoires-là de magnifiques sites à visiter. Alors l'un de vos buts, c'est la redécouverte du pays occitan, à la fois par les Français qui ne partiront pas beaucoup hors de France cet été, mais également par les touristes européens qui devraient revenir en Occitanie, c'est ça ? Oui, vous avez raison. À la fois, on dit aux habitants ici, restez chez nous, visitez notre région. Et puis, on dit à tous les Européens qui aiment la France, venez en Occitanie. Parce que venez visiter la cité de Carcassonne, venez à Collioure, venez déguster de la foisse en Aveyron. Et surtout, ne passez pas à côté de Nîmes et de ses arènes. Il y a tellement de richesses dans notre région qu'on a envie de dire, venez chez nous, restez chez nous quelque temps. Et puis, vous savez, tous les professionnels du tourisme se sont organisés pour pouvoir bien accueillir l'ensemble des touristes européens. Voilà, Olivier Biscay, vous aurez des pages magazines nombreuses tout l'été dans Midi Libre, avec notamment cet enjeu, restez chez nous et revenez chez nous, c'est ça ? Oui, nous voulions que notre contenu éditorial soit riche tout au long de l'été. Donc on aura entre 8 et 12 pages été qui s'appellent « Passer l'été avec Midi Libre » dans lesquelles on va trouver de la BD et des jeux pour les enfants et pour les adultes. On va également trouver tout un tas d'idées, de sorties, de bons plans. Alors à la mer, puisqu'on a un littoral très important, à la montagne et à la campagne, et toujours avec des idées saveurs, des idées détente, des idées de balade et de sortie, et puis beaucoup de rencontres, puisque l'idée c'est que nous allions voir les acteurs du territoire, acteurs culturels, acteurs de la gastronomie, les artisans, toutes ces personnes qui constituent notre territoire et qui vont valoriser finalement leurs produits et leurs petits bouts de territoire. Donc on a à cœur de les mettre en avant et d'être évidemment dans un aspect très serviciel avec le touriste et avec le lecteur dans nos journaux. Voilà, merci Olivier Biscay d'avoir été l'invité du Grand JT des Territoires. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction de Midi Libre, le grand journal d'Occitanie. Merci Cyril. Voilà, dans ce Grand JT des Territoires, nous allons tenter de vous faire découvrir maintenant les plus anciens métiers artisanaux français. Nous allons nous rendre dans l'Aube pour visiter la cristallerie de Baillel, qui a été pendant plusieurs siècles l'une des importantes manufactures de cristal soufflé à la bouche. Le roi Louis XIV lui-même lui donna même le titre de manufacture royale. Et même si le site a fermé, un musée raconte aujourd'hui toute cette histoire et des souffleurs perpétuent pour le public cet art si noble. Un reportage de Pauline Lermite et de Victor Dago pour Canal 32 dans l'Aube. Regardez. Bonjour, je m'appelle Manolo, je suis maître verrier à l'atelier du verre de Baillel. La cristallerie royale de Champagne à Baillel, c'est plus de 300 ans d'histoire de soufflage de verre, de gravure au sable, de dorure ou de taille à la main. Une histoire que Manolo partage depuis 1980. J'ai démarré comme cœur de jambe, cœur de pied, après troisième souffleur. De troisième souffleur, j'ai été poseur de pied et après poseur de jambes. C'est le plus haut qu'on peut faire quand on est en souffleur de verre. La manufacture, créée en 1666, a employé jusqu'à 1100 personnes. Elle a fermé en 2016 pour laisser la place à un atelier de démonstration mené par le maître verrier. Dans l'immense usine empreinte de nostalgie, Manolo est quasiment le seul maître à bord avec ses apprentis devant le four, un métier mais aussi et surtout une passion. Soit on aime ou on n'aime pas. Et après, ça vient tout seul. Faut on est dedans, on a l'amour du verre, c'est parti. Après, ça vient tout seul. Après, vous prenez, ça vient, tiens, on peut faire comme ça, on peut changer. Comme moi à l'heure actuelle, j'avais jamais fait de vase, j'avais jamais fait de coupelle, tout. Quand je suis venu ici, j'ai appris à faire ça, tout seul quoi. Manolo perpétue la tradition. Bien sûr, plus question de produire à la chaîne. Ici, jusqu'à 8 ouvriers étaient nécessaires pour élaborer un produit manufacturé.
Aujourd'hui, l'histoire de la cristallerie royale de Champagne se raconte via des démonstrations et des ateliers toujours spectaculaires pour les visiteurs. Ils viennent, ils regardent, on leur fait une démonstration et on leur fait 3 ou 4 modèles. Oh ben, c'est pas pareil qu'à la télé, hein. Là, ils voient vraiment ce qu'on fait, quoi, à la main. Alors ils sont, comme on dit, ils sont un peu émerveillés, ils sont un petit peu fous, quoi. Avec notamment ce moment toujours magique du soufflage du verre. Manolo ne quitterait son atelier pour rien au monde. La transmission de son savoir-faire aux apprentis, mais aussi au public, est dans ses veines, ses verres, ses vases et ses bibelots. Je suis un super passionné de cristallerie. Le produit, la fabrication, c'est fait à la main, quoi. Dès l'instant qu'on est dedans, quoi, on est dans le verre, on n'est pas ailleurs, hein. On est là, c'est une matière vivante. C'est avec le cœur, comme on dit. Avec le cœur, le souffle de la cristallerie à Bailleul est loin d'être coupé. Manolo veille pour le souvenir de ce lieu mythique en Champagne. Voilà, merci de votre fidélité, merci d'avoir suivi le Grand JT des Territoires sur vos chaînes locales et régionales et sur TV5 Monde. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Bon courage à tous, au revoir.